Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief. Et nous entamons donc la 4e année de la présente législature. 2024 s'achève et nous voyons déjà se profiler l'année 2025, l'avant-dernière avant les élections générales. Mais n'allons pas vite en besogne. Cette année qui s'ouvre est porteur de nombre de défis et de projets. La problématique de l'eau qui a fait l'essentiel du discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la dernière fête du trône, mais aussi la réforme judiciaire, le chantier de la protection sociale, la santé d'une manière plus générale et plus globale, l'éducation et bien d'autres. Tout cela, bien heureusement, se fait dans le cadre d'une majorité resserrée de deux partis autour du RNI. Mais pour autant, les problèmes ne manquent pas dans l'ensemble des formations de la majorité, ce qui, admettons-le, est assez ordinaire à cette étape de la mandature. Nous allons donc revoir les grands enjeux, les grandes questions de cette rentrée avec deux responsables de deux partis, des deux camps, opposition et majorité. Docteur Mohamed Zidouh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Conseil national du Parti de l'Istiqlal et conseiller à la deuxième chambre. Sim Hedim Zouari, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Merci à vous d'avoir aussi accepté notre invitation. Vous êtes membre du bureau politique du SFP. À vous deux, vous avez eu beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Donc, on ne va pas dire ça. On va se contenter sur vos rôles actuels dans vos partis respectifs. Alors, justement, pour ces partis respectifs, et je commence par vous, docteur Zidouh, c'est une question qui me revient toujours quand je vois deux personnes, depuis quelques années, deux personnes appartenant au parti de l'Istiqlal et à l'USFP, des partis qui ont fondé la Koutla nationale, puis la Koutla démocratique, Koutla démocratique, Koutla Watania, et qui se retrouvent maintenant dans deux bords différents. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en face d'un cadre, d'un responsable de l'USFP, alors que vous êtes dans la majorité élu dans l'opposition? J'aurais pu poser la question différemment il y a 4 ans. C'est toujours des retrouvailles qui sont toujours acceptées et je pense qu'on va la valoriser parce que la Koutla n'a jamais été enterrée d'ailleurs pour un peu mettre les choses, le point sur les i, c'est-à-dire la Koutla existe toujours. Évidemment, ce qui nous rapproche de l'USFP, c'est beaucoup plus important ce qui peut nous séparer. Mais aujourd'hui, il y a une destination d'un parti de l'USFP qui a choisi une voie, mais le fondement est toujours là. Car notre combat commun était un combat important. Et ces deux partis, quand même, ils ont pu faire un combat essentiel dans la modernisation, dans la démocratisation, dans le changement de la Constitution. Et vous avez bien, en tant que journaliste, vécu ces périodes qui étaient quand même une période glorieuse. Et ce constat commun appartient à ces deux partis politiques. Et c'est ça qui nous renforce avec le CFP. Bon, aujourd'hui, chacun se trouve dans une situation telle, mais le fondement est toujours là. Ça fait longtemps que vous êtes dans une situation telle, puisque dans l'ancienne législature, c'est vous qui étiez dans la majorité et vous dans l'opposition, n'est-ce pas? Alors, même question pour vous, ça vous fait quoi de vous retrouver avec un responsable Istiqlal? Ça fait toujours plaisir, hein, comme a dit c'est Mohamed. Au-delà de la relation personnelle? Là, à part la relation personnelle, nous sommes pratiquement... C'est un long parcours qui émane des années de la résistance, puis des années de plan. Nous avons mené, comme a dit c'est Zidouh, des combats communs, des mémorandums historiques. Nous sommes une grande partie de l'histoire politique de ce pays, de l'histoire militante de ce pays. Et puis, être dans un bord, on est peut-être aujourd'hui dans deux bords, mais on entame les mêmes combats, les mêmes batailles. Chacun dans son camp, bien sûr. Mais rien n'empêche que demain ou après-demain, toujours la nécessité que ces deux grandes structures nationalistes se retrouvent, elle est toujours d'actualité. Donc la relation était marquée par les grands changements qu'avait connus la politique au Maroc. Il y avait des hauts et des bas. Cet éloignement dépend essentiellement de lectures qui n'étaient pas les mêmes dans plusieurs époques, notamment en 2011 et après, etc. Mais je pense que ce qui nous unit sur le plan politique, mais il faut aussi savoir que nous travaillons dans d'autres espaces communs. Dans le syndicat de la presse, par exemple, dans les associations, dans grandes associations qu'on avait fondées ensemble, nous et Hizb al-Istiqlal, le soutien pour la lutte du peuple palestinien, beaucoup d'espaces où nous travaillons toujours. Et nous nous retrouvons dans d'autres espaces internationaux, militants, d'étudiants et de jeunes aussi. Donc cette relation, ce grand parcours, il est toujours là, il n'est pas structuré, certes, mais il est d'actualité. Et peut-être que le pays aura besoin que l'Istiqlal et l'USFP feront ensemble une nouvelle bataille pour entamer une autre chose. Connaissant votre historique et la virulence qui a
qui a caractérisé certains de vos échanges, pas à vous deux, mais entre les deux grandes formations dont vous venez de parler. Je vous vois bien politiquement correct tous les deux. Alors après une Koutla nationale, après une Koutla démocratique, peut-être une Koutla populaire dans l'avenir, non? Vous savez, un jour. J'ai déjà dit que la Koutla, d'abord, n'est pas enterrée. N'est pas enterrée. La Koutla existe toujours, parce que ça a été fondé quand même par des leaders qui sont respectueux de la population marocaine. Abdelrahim Bouabid, Mohamed Boustar. Donc c'est des référentiels politiques. Aujourd'hui, le fondement de la Koutla a fait de tel qu'il y a eu une certaine démocratisation de la vie politique, qu'il y a eu quand même des modifications de le changement dans la Constitution, et le peuple n'oubliera jamais cette période de combat au Parlement, depuis les années 80, un combat commun. Donc tout ça, c'est un fait historique qu'aujourd'hui, quand on peut l'étaler avec beaucoup plus de fierté. Donc ce qui nous partage, ce qu'on partage avec le CFP, c'est un combat politique sincère vis-à-vis de notre population. Un commentaire, vas-y, rapidement. Oui, je avant suis de du même passer. avis que si Mohamed vient de dire. Nous sommes dans un socle commun qui est là, et la conjoncture impose que nous soyons aujourd'hui éloignés, mais on peut passer par une famille nationaliste. Il n'y a pas que le Stiklal du SFP, il y a le PPS, il y a une grande famille qui a été constituée de par l'histoire, et que la nécessité demain va imposer à ce que les choses vont se refaire. Il ne faut pas, justement, pas insulter l'avenir. Mais je pense que nous avons toujours des rôles à jouer ensemble. C'est pour ça que je vais parler aussi de Koutla populaire, et elle est prête. Donc, allez, on rentre dans le vif du sujet. Nous sommes en pleine rentrée politique, sociale, économique, financière, budgétaire, tout ce qu'on veut. Vous n'êtes pas membre du gouvernement, Mohamed Zidouh, mais je vais vous poser quand même la question sur le chantier de la protection sociale, la couverture CNSS, le fameux cas et litigieux cas des anciens Ramed, où c'est que ça en est? Je vous pose la question. Vous êtes aussi bien membre dirigeant du parti de Stiklal que médecin, et aussi conseiller à la deuxième chambre. Donc vous devez avoir un avis précis. D'abord, je voudrais refléter un fait. C'est que pour la première fois qu'aujourd'hui le système de santé constitue une priorité pour le gouvernement, depuis l'indépendance. Certes, des instructions de Sa Majesté dans ce sens, mais aujourd'hui, dans l'action politique du gouvernement, la santé a une priorité. Parce qu'il y avait des défaillances extrêmement importantes. Bon, aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire a été généralisée. Le train est sur les rails, mais on peut faire un constat. Lorsqu'on parle de l'assurance maladie obligatoire Tadamoun, c'est à peu près 3,8 millions de familles, donc c'est à peu près entre 10 à 11 millions de bénéficiaires, c'est extrêmement important. Lorsqu'on parle aussi de l'assurance maladie pour le public, c'est 2 millions de bénéficiaires. Sur le secteur privé, c'est 5 millions de bénéficiaires. Et il y a les métiers privés, qui sont à peu près estimés à 1,8 million de bénéficiaires. Donc, on est dans un quota de pratiquement de 20 millions. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on peut avoir quelques reproches sur certaines applications. La mise en œuvre. Mais le problème pour moi, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a pu mettre le train sur le rail qui a démarré. Les imperfections, on va les avoir tôt ou tard. Mais le gouvernement est censé rectifier au cours du trajet. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a mis un train sur les rails et que aujourd'hui, on a respecté aussi la dignité humaine. Vous savez qu'aujourd'hui, tout citoyen, lorsqu'il rentre, aussi bien à l'hôpital public que dans le secteur privé, il a ce respect de dignité, c'est qu'il a cette couverture. Il n'attend pas l'aide du tierce personne, mais c'est l'État aujourd'hui qui s'occupe de l'assurance maladie Tadamoun. Et c'est un chantier extrêmement important, c'est d'une valeur extrêmement importante, mais aujourd'hui, on a respecté la dignité humaine. Parce qu'avant, lorsque l'individu rentrait dans n'importe quel hôpital public, il se sentait totalement diminué parce qu'il n'avait pas cette prise en charge. Il n'avait pas cette couverture. Aujourd'hui, il l'est. Bon, maintenant, on peut dire, est-ce que ça a été totalement généralisé? Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas été couverte? Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas été prise en considération? Je fais fi de tout ça. Pour moi, en tant que professionnel du métier, c'est que aujourd'hui, je suis fier et je suis content de vivre cette généralisation de la santé qui pourra être améliorée au fur et à mesure. Et ça, c'est important. Deuxièmement, on ne peut pas aujourd'hui
diminuer les avantages de cette couverture. Aujourd'hui, les maladies cancéreuses. Pourtant, il y avait une grande catégorie de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer ni la chimiothérapie, ni la radiothérapie. Aujourd'hui, il se trouve qu'ils le font avec cette carte de l'assurance maladie obligatoire. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les malades atteints de cancer, ils sont aujourd'hui pris en charge d'une façon profonde et généralisée et totale. Ça, parce que c'est une prise en charge totale. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y avait quand même une faille qui était dans ce sens. Deuxièmement, n'importe quel individu aujourd'hui, il a le choix, soit d'aller dans le secteur public, soit d'aller dans le secteur privé. Avant, ils n'avaient pas ce choix. Celui qui était diminué, il n'avait que l'hôpital public. Aujourd'hui, il a ce choix. Il peut aller dans le secteur privé avec cette couverture qui lui couvre. Vous êtes médecin dans le privé, vous recevez des gens qui ont la carte, vous les soignez et tout se passe bien. Il est pris en charge à 70%. D'accord. Vous êtes remboursé là où il faut Oui, parce que vous savez que la différence entre le secteur public et privé, c'est que lorsqu'il est dans le secteur privé, c'est qu'il a il paye les 30% parce qu'il y a une couverture de 30%, mais dans le public, les 30% ils sont payés par l'État. D'accord. Pour les gens démunis. Donc, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, on ne peut pas aujourd'hui ne pas être fier en tant que gouvernement, en tant que pays, que cette assurance maladie obligatoire a rendu une fierté de la population et de sa prise en charge, aussi bien dans le secteur public que privé. Alors, Majib Zouari, le docteur Zidouh nous dit, parle de fierté, parle de dignité, parle d'un chantier qui a été mis sur les rails. Maintenant, il faut prendre la vitesse de croisière. Vous, en tant que responsable de l'UCFP, donc de l'opposition, vous avez souvent dit que, ouais, d'accord, ok, mais le gouvernement n'est chargé que de l'exécution. C'est-à-dire que, il n'a pas véritablement le mérite d'avoir lancé des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et où c'est qu'on en est? Cette fierté ne peut être que partagée parce que c'est un projet national qui a été même édicté par la plus haute autorité du pays. Nous-mêmes, au gouvernement alternance, nous avons lancé les premières pierres de cette assurance maladie. Gouvernement Yousfi, 98-2002. Gouvernement Yousfi, avec la loi 6500, la première expérience pilote Bnimlal, etc. Nous ne pouvons que nous réjouir que ça devienne une politique générale de l'État dans le social. Donc c'est l'État social. Et moi, en toute responsabilité, ça me dérange un peu que le gouvernement, ou bien que le leader, le chef du gouvernement, puisse utiliser cet État social qu'en effet d'annonce, ou bien pour faire du marketing politique, ou bien... Ça reste toujours dans la rhétorique de l'exécutif et du chef du gouvernement. De toute façon, ce chantier connaît beaucoup de dysfonctionnements. D'ailleurs, ça a été relevé dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Quant à la couverture, l'inclusivité, on devait toucher 22 millions de nouveaux adhérents dans le système Amoutadamon. On devait étendre aussi la couverture, près de 7 millions d'étudiants, d'enfants en âge qui sont scolaires. On devait étendre ça aussi en termes de couverture sur 5 millions de Marocains pensionnaires de retraite, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est très 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 loin de ces chiffres, de ces engagements que même le gouvernement lui-même avait apportés. Il s'est engagé même sur ces... Et je pense qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements par rapport au financement de ce projet de protection sociale. Vous ne pensez pas parce que le montage... écoutez, parce que le montage financier qu'avait même le gouvernement imposé, c'était une enveloppe de 51 milliards de dirhams annuels. La moitié, elle est financée par l'État et l'autre moitié, elle est financée par les adhérents. Bon, l'État peut se débrouiller pour avoir l'argent, mais aujourd'hui, on n'est même pas à 25-26% de recouvrement des cotisations des adhérents. Donc on est dans un déficit cruel que même la Cour des comptes... Mais vous voyez que ce n'est pas la responsabilité de l'exécutif. Écoutez, c'est une responsabilité du maître d'ouvrage de tout ce chantier. C'est d'avoir une forte visibilité par rapport au montage financier de ce projet. C'est de convaincre les gens d'abord de l'utilité d'appartenir à ces couvertures, de l'importance de cotiser et de venir dans ces couvertures. Je vous donne un seul cas, par exemple, parce que même les gens qui ne sont pas salariés peuvent bénéficier de l'assurance maladie. Le gouvernement, l'année dernière, avait imposé un impôt de 30% sur les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 80 000 dirhams. Donc, après que la mesure est votée, la loi de finances, on a vu une migration massive de 600 000 auto-entrepreneurs vers le secteur informel. Parce que là, s'il cotise, il est couvert. S'il ne cotise pas, et s'il part vers l'informel, il est aussi couvert. Donc, il y a une certaine
un certain dysfonctionnement dans la gestion de ce projet. On ne peut pas nier, bien sûr, l'importance d'avoir une couverture, mais je pense que les institutions officielles du pays, la Cour des comptes, dans son rapport de 2023, il dit que ce système, il est destiné à s'arrêter côté financement de ce chantier, dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc le projet, il est grand, il est immense, mais le metteur en œuvre... celui qui s'occupe de la mise en œuvre, il n'arrive pas à mettre les choses comme ils doivent être. Alors, vous avez droit à une minute, mais vous dépassez pas la minute. Après, ça va être à vous. Est-ce qu'on a les mêmes données, qui est le donné de la haute commissariat au plan, l'ACP. Premièrement, lorsqu'on parle de 51 milliards, c'est la protection sociale globale. C'est toute la protection sociale, mais pour la partie de l'assurance maladie obligatoire, le financement a été déjà mis en application et qu'il n'y a pas de déficit, puisqu'aujourd'hui, la CNSS, il n'y a pas de retard de paiement, aussi bien dans le secteur public que privé, pas plus de 45 jours. Deuxièmement, il y a aujourd'hui le financement, ça a été montré par le ministre du Budget, où il avait dit que les réformes fiscale, où il y a eu cet élargissement de l'assiette fiscale de 12%, qui a pu, dans 2 à 3 ans, engendrer une entrée globale de 100 milliards de dirhams, qui est la valeur qui va couvrir aussi bien la couverture de l'assurance maladie obligatoire, mais aussi le dialogue social qui est à peu près de 45 milliards de dirhams. Donc aujourd'hui, le financement, c'est vrai, lorsque je me rappelle, il y a 3 ans, lorsque le gouvernement s'est présenté devant le Parlement, il a présenté l'assurance maladie obligatoire, tout le monde s'est posé la question, ce système ne peut être viable que si on assure un financement. Un financement continu. En cas d'une défaillance du financement, eh bien, tout le système risque de tomber. Donc aujourd'hui, tout le monde était sensibilisé et tout le monde était quand même immunisé pour faire face. Et c'est là où il y a eu l'application de ces réformes, la réforme fiscale, qui a pu quand même faire face et qui a pu maintenir, parce que, ça ne reste que... est en train d'être réformée, elle n'est pas encore vraiment... Non, mais il y a eu l'application quand même de ce qui est l'élargissement fiscal. Cette année, on a à peu près, l'année dernière, on a eu à peu près 12% de l'entrée fiscale, ce qui assure les dépenses de l'assurance maladie obligatoire. Il y a viabilité, ne peut se faire que par l'intermédiaire des impôts. Manifestement, vous n'avez pas les mêmes chiffres. Vous avez les mêmes chiffres, mais vous savez bien que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut selon qu'on soit dans la majorité ou l'opposition. Passons. Je commencerai par vous pour le pouvoir d'achat, Mehdi Mzouari. Vous réagissez, vous avez un commentaire, on va essayer d'être équitable. Donc, Mehdi, l'opinion publique dénonce l'augmentation des prix d'un certain nombre de denrées essentielles, dénonce aussi le fait que les directs ne suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement à l'USFP? Quelle aurait été votre solution, votre approche ou votre politique? D'abord, par rapport au sujet, nous revendiquons d'abord ce silence inquiétant de l'exécutif face à ces revendications. Ça, c'est pas nouveau d'ailleurs. Et cette inaction devant tout ce qui se passe, surtout devant le pouvoir d'achat, l'incapacité qu'a les Marocains par rapport à leur pouvoir d'achat, à leur panier du quotidien, les légumes, les fruits, la viande, etc. Et ça nous mène automatiquement, avant de penser aux solutions, ça nous mène pratiquement à réfléchir sur un grand projet qui nous a coûté des centaines de milliards de dirhams, qui est le plan Maroc vert, et qui n'arrive pas au jour d'aujourd'hui de donner satisfaction alimentaire. La sécurité alimentaire des Marocains n'est pas garantie sur un projet que les Marocains ont payé eux-mêmes. Et donc on se retrouve aujourd'hui devant une politique publique qui est un petit peu sacralisée. On n'a pas le droit de toucher, de débattre. Il y a même une commission parlementaire qui est... Le Parlement, c'est une autorité quand même, qui a été gelée pour ne pas entamer son travail de contrôle. Il a été institué il y a 2 ans et quelques. C'est une commission qui a été formée pour un peu évaluer le plan Maroc vert. Donc c'est la première question qu'il faut voir, c'est cette question d'une politique qui a commencé en 2008 et qu'au jour d'aujourd'hui, nous produisons des matières que les Marocains achètent très cher. Donc c'est la première des choses qu'il faut voir. Objectivement, sur le plan de vue économique, on peut comprendre qu'il y a un certain effet inflationniste
qui est causée par des troubles internationaux, des guerres, etc. Mais laissons-nous parler que sur le plan alimentaire, que les Marocains considèrent qu'ils ne peuvent plus acheter des matières pour subsister, des légumes, les huiles, les viandes, etc. Et nous, on est des Marocains, on connaît tous la situation. On pourrait sortir à 2 mètres ici de votre chaîne et demander aux gens qu'est-ce qui se passe. Donc, les solutions sont là. D'abord, c'est l'action, c'est être à l'écoute des gens. Je pense que le gouvernement, malheureusement, et les gens qui s'en chargent de ces dossiers sont dans un autisme politique et institutionnel très bizarre. Et il y a la société qui bouillonne par rapport à ça. Il y a beaucoup de mesures à faire. Il y a le pouvoir régulatoire de l'État par rapport à plusieurs choses, notamment même sur les carburants. Le monde doit dire il y a beaucoup de choses à faire par rapport. Mais le gouvernement actuellement, après plus d'une année et demie de cherté, de matières essentielles, il répond par l'inaction, et il répond aussi par le fait qu'il est en train de redorer son image sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu le rapport Meta sur les fameuses 10 millions de dirhams pour redorer juste pas les actions, pas les politiques, parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de politique, mais pour redorer pour faire du marketing, pour faire de la Star Academy, c'est tout. Donc, vous en avez déjà trop dit ou pas assez, docteur Zido. Alors on voit donc le buzz, la sécurité alimentaire qui n'est pas assurée, pas le droit de débattre de ce sujet, pas le droit de débattre de ce sujet ni de le toucher, la société qui bouillonne. Moi, bon, en tant que majorité ou en tant qu'israélien, comme vous voulez. Je respecte l'intervention de Semedi, mais entendre parler Semedi, je dirais que le CFP n'a jamais été au gouvernement dans la gestion des affaires publiques. Pourtant, il a passé plus de 15 ans dans la gestion des affaires publiques et essentiellement dans la tarification des prix actuels, dont Salah Limit était le ministre chargé des affaires générales. Et pourtant, il sait pertinemment que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on ne prétend. Dans l'opposition, on peut dire ce qu'on veut parce que c'est beaucoup plus facile. Mais lorsque tu gères les affaires publiques, il faut avoir une certaine intégrité intellectuelle pour dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on vit dans un monde. Vous allez avoir le droit de réagir à ça, mais aussi, on vit dans un monde. Il y avait le Covid qui a été fatal pour le monde. Et ce retentissement existe toujours. On a cette crise de l'Ukraine. Et on a aujourd'hui cette sécheresse de 3 ans. Cette sécheresse de 3 ans, c'est extrêmement important. Ça a affecté aussi bien le PIB du Maroc, mais ça a affecté quand même cette sécurité alimentaire dont il parle Semedi. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, lorsqu'un citoyen se présente dans un souk, dans un marché, est-ce qu'il trouve qu'il n'existe pas les tomates, les carottes, tout ce qui est de première nécessité? Si elles sont un prix prohibitif, docteur... Non, attends, mais je voudrais d'abord présenter. Est-ce qu'il y a un manque? Il n'y a pas de manque. Et ceci est un effort extrêmement important où chaque Marocain, lorsqu'il rentre, il se présente dans un supermarché, dans un souk, il trouve ce qu'il veut. Maintenant, sur le plan privé, je reviendrai, si vous me le permettez. Donc, déjà, le gouvernement assure cette sécurité alimentaire présente dans tout l'exposition. En même temps, ça fait 70 ans que ça existe. Il y a eu quelques pénuries de temps en temps, mais globalement, c'est toujours le cas. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que le gouvernement, vous savez, on est dans le Maroc, c'est pas un pays où il y a un excédent, où il y a le phosphate, il y a le pétrole, où il y a le gaz, donc on a un problème de richesse naturelle qui n'existe pas au Maroc. Mais devant ça, pourquoi ne parlons pas que de ces 64 milliards que le gouvernement a mis dans la caisse de compensation pour maintenir un petit peu le soutien populaire? Pourquoi n'en parlons pas de 7 milliards de dirhams qui a été mis dans le transport pour maintenir le prix équilibré pour le citoyen? Pourquoi n'en parlons pas des 9 milliards de dirhams que le gouvernement a mis dans l'ONE pour maîtriser la facture électrique? Ceci, c'est une facture extrêmement importante et qui n'a pas été programmée, mais que le gouvernement s'est acharné à le faire. Maintenant, faire de la Star Academy ou non, moi je préfère l'action sur cette médiatisation pour dire qu'on est les meilleurs. Et je voudrais revenir sur un seul point, rapidement, si on avance. Aujourd'hui, on ne peut pas, lorsqu'on parle d'une
d'un bilan d'un gouvernement, on ne peut pas aujourd'hui venir là et nier tout ce qui a été fait auparavant, même par l'ancien gouvernement dont le GP était présent. Il faut avoir rattaché un petit peu sur l'action ancienne et sur ce qu'on est en train de faire. Évidemment, est-ce que tout a été fait? Non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures à mettre, mettre des mesures d'application nécessaires pour stabiliser les prix? Oui, mais le gouvernement, j'estime qu'il a fait énormément de choses. Il y a des choses qui doivent être faites. Alors on discutera. Et la Chambre, le Parlement, on débat, est en train de débattre sur ces points-là. Et que le gouvernement, je pense que aussi, il est sensibilisé. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un Maroc où il y a ceux qui sont nationalistes et ceux qui ne sont pas nationalistes. On aime tous notre pays, comme on aime tous aussi notre population. Allez-y, Mehdi. Star Academy, télé-réalité, vous faites? Non, moi je voulais répliquer sur... Moi, on entend ces mesures sur mesure sur le plan financier arithmétique, oui, mais à quel prix aussi par rapport au budget général de l'État, ça c'est un autre sujet. Le deuxième sujet, c'est que lorsque nous étions en charge dans les affaires, et dans ces secteurs surtout, nous n'avons pas mis du carburant dans nos voitures à 17 dirhams le litre. Nous n'avons pas acheté un légume à 35 dirhams, par exemple. C'est la caisse de compensation qui est payée. Là, écoutez, mais par rapport à la sécurité alimentaire, ça c'est autre chose. Ça, c'est la politique du plan Maroc vert qui doit être mise sous contrôle des députés, au moins. On a empêché même les députés de contrôler ça. Moi, je pense que les chiffres sont là. Il y a des efforts qui se font, le gouvernement a droit de se défendre. Mais je pense aujourd'hui à 14% de taux de chômage. Je pense aujourd'hui à un taux de croissance qui n'arrive pas de se lancer. Je pense aussi à beaucoup de choses, à beaucoup d'engagements pris. Parce que moi j'admettrais qu'un gouvernement vienne avec toute modestie nous dire que la conjoncture, elle est rude. Mais après la campagne électorale, après toutes ces promesses, après tout ce marketing, ce populisme digital de Mtrol Karama, 2500 pour chaque citoyen, qu'on vient de dire aujourd'hui qu'on ne peut pas rien faire. Un gouvernement est là pour remédier à la situation. Et je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas touchés. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts aussi. Par exemple, il y a beaucoup de secteurs, le secteur des carburants par exemple, il n'est pas touché parce qu'il y a conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de secteurs, il y a même Moharabat al-Fasad, je l'ai dit en arabe, qui n'a pas, que le gouvernement n'a pas mis une action. La lutte contre la corruption. Tout ce qui est en train de faire la Cour des comptes. Ça pourrait, la Cour des comptes. Le gouvernement doit faire des mesures. Je pense que le gouvernement a beaucoup à faire par rapport à cette question de cherté de la vie. C'est l'État, c'est le gouvernement, et je pense qu'il a un pouvoir régulatoire. Il y a les données internationaux, je suis d'accord avec vous. L'inflation, le monde, comment ça se passe, mais je pense qu'il y a une certaine incapacité, contrairement à ce que nous avons dit il y a 3 ans, au gouvernement de compétences, je pense qu'il y avait eu une imposture institutionnelle à ce moment-là. Je peux ajouter mais alors là, 30 secondes, docteur, je vous coupe après. Moi, je pense que le bilan du gouvernement a été déjà présenté par le chef du gouvernement au Parlement. Et ce n'est que le peuple marocain qui pourra en juger est-ce que ça a été efficace ou non. Mais aujourd'hui, pour la cherté, aujourd'hui, la cherté de la vie... laisser choisir librement le peuple marocain. Mais oui, aujourd'hui, la cherté de la vie ne touche pas uniquement le Maroc. C'est le monde. J'ai suivi le débat aux États-Unis entre Harris et Trump. Tout le monde parlait de cette augmentation de la cherté de la vie. En France, aujourd'hui, il y a tout ça débat. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Le gouvernement, c'est pour ça que je vous ai donné les chiffres. D'accord. On est passé de 30 milliards de dirhams à la caisse de compensation à 64 milliards de dirhams. C'est un chiffre qui est extrêmement important. Et ça, c'est pour faire quoi? Pour essayer de maintenir et d'encourager la classe moyenne. Évidemment, aujourd'hui, on attend ce que ça va venir dans la loi de finances, la nouvelle loi de finances de 2025. En espérant qu'aujourd'hui, on donnera plus de soutien à la classe moyenne, qui est la plus importante aujourd'hui pour la consommation. Vos 30 secondes largement, je reste avec vous. Mais alors, de plus en plus rapidement, parce que j'ai encore un certain nombre de questions à vous poser, si vous le voulez bien. Donc, les grandes lignes, vous êtes encore une fois majorité. Il y a une réforme pénale qui est en train d'être menée. Le Code de procédure civile a été adopté au Parlement, au gouvernement, il est au Parlement. Le Code de procédure pénale vient d'être adopté au Parlement. Globalement, en tant que majorité et en tant que personne qui connaissait bien le ministre de la Justice, c'est quoi la philosophie pénale? Mais en 2 minutes, s'il vous plaît, je sais que c'est délicat de poser une question sur la philosophie pénale en 2 minutes, mais il faudra y aller. Oui, on va. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas, c'est à dire qu'on est en train de vivre une révolution au sein du ministère de la Justice? Il y a le code de la procédure civile qui est passé et qui va être discuté au sein de la 2e chambre.
et aujourd'hui, il y a le code de la procédure pénale. Et dans toute réforme, il ne faut jamais s'attendre qu'il va avoir une majorité totale pour soutenir une réforme. Et une réforme veut dire qu'il y a des contents, il y a des mécontents. Et c'est tout à fait normal, et c'est la voie démocratique. Mais aujourd'hui, ce code pénal qui a été adopté, il y a d'abord quelques points, parce qu'on ne pourra pas l'étaler, parce que vous savez qu'il y a eu 106 nouveaux textes, nouvelles lois, et il y a plus de 400 articles qui ont été modifiés. Donc c'est énorme, si on va l'étaler, il nous faut au moins une journée. Mais il faut dire aussi que ce code pénal a renforcé la légalité de la justice. Il a donné le délai raisonnable du procès. On ne peut pas aujourd'hui rester pendant une année, 2 en train d'attendre le procès final. Il a donné le respect de la défense. Et ça, ce qui était important, qui a été toujours demandé même par les avocats eux-mêmes. Il a donné le respect de la dignité en cas de garde à vue. Et vous savez très bien comment les gens vivaient. Aujourd'hui, il y a quand même l'utilisation de l'audiovisuel pour enregistrer ce que le suspect, ou bien le condamné, ou bien l'impliqué doit parler. Et il ne va pas uniquement signer sur un rapport. Après, il lui dit que, bon, j'ai rien dit. Aujourd'hui, il aura même un enregistrement audiovisuel. Il y a le bracelet électronique. Et ce bracelet qui va donner ce qu'on appelle les peines alternatives, qu'on peut aussi diminuer. Et vous allez venir pour diminuer même cet encombrement des prisons qui dépassent plus de 100 000. À 100 000 détenus pour 65 000 places. Exactement. Donc qui va impacter positivement le nombre de prisonniers, ce bracelet électronique. Il y a aussi un point qui est important, c'est la prolongation qu'aujourd'hui, pour prolonger la garde à vue, il ne peut se faire que par le parquet, mais qui doit être écrit et motivé pourquoi. Ça, c'est quelques changements que je peux évoquer, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais qui sont très positifs. À qui? À la population, à un individu et aux citoyens marocains pour se défendre. Donc aujourd'hui, je pense Vous pensez que c'est une bonne réforme qui est en train d'être faite? Cette réforme qui est en train d'être... Toujours dans la dignité du citoyen. Évidemment, cette réforme va être discutée à la première chambre. Il y aura des amendements, probablement. Il y a l'opposition qui va faire des amendements, probablement. Probablement, le gouvernement va pouvoir accepter quelques amendements. Il y aura la deuxième chambre aussi pour en discuter. Alors, on le donc, laisse, grosso modo, aujourd'hui, il y aura une réforme. Premièrement, il faut dire aussi que cette réforme, il est venu après 50 ans, 5 décennies. Aucun ministre de la Justice n'a entamé une telle raison. Alors, je vous coupe si vous voulez bien. Docteur Mehdi Mzouari, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ancien ministre, c'est Abdelkader, donc USFP, et qui m'a dit qu'il y a eu, contrairement à ce que dit le docteur Zidouh, il y a eu un début de réflexion sur la politique pénale, sur la philosophie pénale. Après, il n'est pas resté longtemps, donc il est parti. Comment vous voyez cette réforme qui est en train d'être faite maintenant? Je pense, sur des bases sérieuses, sur des bases réfléchies. Je pense honnêtement que la réforme, c'est d'abord un climat. C'est d'abord un exécutif qui a la chance d'être ramassé. De toute façon, vous l'avez dit dans votre présentation de l'émission, ils ont une majorité resserrée, donc c'est un exécutif qui a beaucoup de chance d'être composé de 3 partis, d'avoir une large majorité qui est là pour approuver les textes et les projets. Et c'est généralement un climat politique qui dépend du climat du pays, de manière générale, et du climat de l'exécutif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un climat, une volonté à faire sortir des textes, à faire des réformes. Nous contestons un petit peu la démarche par rapport à l'ouverture, à la concertation, par rapport à certains textes, notamment le code civil. Nous sommes aujourd'hui en phase de discussion que du code procédure pénale, qui ramène beaucoup d'avancées, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, beaucoup de changements, beaucoup de choses. Humaniser le procès, humaniser les choses. Moi, on n'a pas encore entamé la discussion de manière officielle en tant que parti, mais je pense que ça a apporté beaucoup de choses positives. Mais tout en se mettant en garde par rapport au code pénal qui va venir. Et notamment sur la question de l'enrichissement sans cause licite, par rapport aux libertés individuelles, par rapport à beaucoup de questions épineuses. Ça, c'est pas un sujet facile et qui nécessite un débat national, un consensus. Mais je pense que nous devons passer par là. Et heureusement qu'on doit faire ces réformes le plus rapidement possible. En tant que parti, nous avons tout un parcours par rapport à ça, dans la revendication, par rapport à ce qui doit être
le cas dans la question d'enrichissement, la lutte contre la corruption, les libertés individuelles, que ça respecte les droits de l'homme, etc. D'une manière générale, je pense que nous serons toujours dans les choses qui respectent ce que nous avons toujours revendiqué en tant que mouvement de gauche et qui va être utile pour le pays, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de cette société. Il y a beaucoup de sujets qui vont être à l'ordre du jour demain, le code pénal, le code de la famille, etc. Donc ça va être un petit peu chaud. Ça va être une session mouvementée, Exactement, ça va être une année mouvementée avec la réforme de Moudouana, avec le code de procédure pénale, le code de procédure civile, ce qui va se passer pour la santé, ce qui va se passer pour l'éducation, mais tout ça est bien bon. Mais je voudrais aussi revenir avec vous sur la chose politique. Je commence par vous, Mehdi Mzouari. Alors, USFP Dresechgar est votre premier secrétaire, donc depuis 2012. Il a rempilé dernièrement, en mars dernier, donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, donc c'était son 3e mandat. En mars, il y avait des appels à la démission de certains de vos dirigeants. Et votre prochain congrès, c'est dans théoriquement 2 ans, c'est-à-dire avec les élections. Est-ce que Dresechgar va être encore premier secrétaire? J'ai l'impression qu'au sein de l'USFP, je vous vois rire, au sein de l'USFP, il y a des choses encore qui ne vont pas. Non, du tout. Allons-y. Mais je pense qu'il n'y a aucun dirigeant qui a demandé le départ du premier secrétaire. Vous me rappelez un petit peu que les gens viennent dire à Regragui de partir, et qui a pu réussir à emmener l'équipe nationale en demi-finale. Bon, de la 7e position à la 4e position, à la 4e force politique au Maroc. Regragui, il est là depuis 2 ans, il a emmené l'équipe en quart de finale. En 2021, c'est le temps politique, c'est pas le temps footballistique, avec les moyens qu'il y a dans les 2 arènes. Mais je pense que la décision de garder quelqu'un ou de le réapprouver, c'est une position souveraine des USFPistes. Donc, au moment du congrès... mais je vous demande simplement de savoir au moment du congrès, là, on n'est pas dans le casting, on a été jamais dans une logique de casting. Donc, le premier secrétaire, il est là, il est à la tête d'une équipe, d'un projet, on est en train de développer les choses, on prépare les élections prochaines, on est à côté de ce qu'on est un parti, des structures, des réglementations, on a une grande famille qui se développe, qui essaie de retrouver encore une place meilleure dans les élections prochaines. Donc, le congrès prochain, qui est le moment souverain du choix, va en décider. S'il voit que Dresechgar va rester, il reste. Donc, il n'y a pas de voix imminente, il n'y a pas de revendication de leader. Il y a des gens qui sont là, parfois, parce que la presse et les médias, généralement, s'intéressent pertinemment à ce sujet de l'USFP. Parce qu'on n'a jamais demandé à Nabil pourquoi tu as ton 4e mandat. Si, il était à votre place. On n'a jamais demandé à Mohamed votre place et je lui ai demandé pourquoi ça. tu as ta 6e ou ton 7e mandat. 4e et c'était ici. Donc on s'intéresse et ça nous réjouit. On n'est pas dérangé par rapport à ça. Mais je pense qu'on est là en train de développer, en train de travailler sur des chantiers, on est en train de faire nos secteurs, on est en train de préparer nos localités, nos candidats. Donc on est en plein travail de préparation d'avenir pour les élections et autres échéances. Parce qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas. Par exemple, le PAM, bon, ils ne sont pas là, c'est changé de secrétaire général, alors que c'était lui qui était... C'est avec Abdelfouabi que le PAM est arrivé au gouvernement. Vous, chez vous, c'est plutôt l'inverse. Les résultats sont partis en se délitant avec le temps, et pourtant, Dresechgar est toujours... Le PAM est arrivé au gouvernement, même en pilotage automatique. Donc, ça, je vous laisse responsable de ce que vous dites. Et voilà. Oui, pour vous, pertinemment. Et pour vous pour nous, on a besoin de leaders, de structures, de strates, d'instances responsables, du Conseil national, d'un certain charisme. Ça, c'est l'USFP, c'est pas le parti normal. On est d'accord. Voilà. Alors, pour le parti de l'Istiqlal, Mohamed Zidouh, donc on va refaire l'histoire pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaissent pas trop l'histoire du parti. 2017, donc, Nizar Baraka est élu premier, enfin, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, théoriquement sur 4 ans. On a attendu 2022, 2023, 2024, le congrès. Vous étiez au bord de l'illégalité. Il y a le congrès qui se tient. Nizar Baraka est réélu à l'unanimité. Il était seul, ce qui est une bonne chose, mais depuis 5-6 mois maintenant, pas de comité exécutif, pas de comité central, il y a un conseil national, des sessions qui restent ouvertes. C'est pas un peu non, je crois problématique à l'intérieur je crois que je voudrais bien éclaircir ce point. Vous avez 3 minutes, parce qu'après c'est sur la majorité de l'opposition. D'abord, M. Nizar Baraka a été élu comme secrétaire général du parti Istiqlal à l'unanimité, ce qui prouve qu'il n'y a aucun problème au sein du parti Istiqlal sur le plan de tendance, que les médias ne cessent de centraliser sur les divergences internes. C'est pas toujours bon quand il y a un seul candidat. Non, parce que ça a été à l'unanimité. Parce que lorsqu'il y a... ça témoigne de la crédibilité du secrétaire général et ça témoigne aussi que c'est un secrétaire général unificateur.
Il y a eu l'élection du Conseil national, qui est le Parlement du parti de Circulaire. C'est lui qui décide et qui prend toutes les orientations et les grandes lignes politiques aussi du parti. Et il y a le secrétaire général qui représente la plus grande instance, qui est le secrétariat général, qui prend les décisions, qui est le porte-parole du parti Circulaire et qui est quand même Damino les Masalih. Donc aujourd'hui, il y a un comité exécutif qui devait être élu. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'on a changé les lois du parti. D'abord, le programme du parti, ça a été totalement modifié. Et je peux vous dire que c'est un exemple qui a été fait par les militants eux-mêmes, par les cadres supérieurs. Et j'aimerais bien que les gens jettent un coup d'œil sur le programme du parti de Circulaire, sur le plan financier, économique, social et tout. C'est une référence. Et je le dis avec toute fierté. Aujourd'hui, M. Nizar Baraka, on a changé la loi et on a dit que le comité exécutif n'est plus les gens ne se présentent pas d'une façon individuelle. Et que la CIS vote. Aujourd'hui, on a donné par liste. Au secrétaire général de préparer une liste. Tout le monde peut faire n'importe quelle liste, mais le secrétaire général a le droit de faire une liste et de la présenter au Conseil national pour la voter. Ce mode électoral qui est nouveau, qui est pour la première fois qu'on va utiliser, a suscité quand même d'avoir un débat large au sein des instances du parti. Le parti de Circulaire, c'est un parti structuré. Il y a d'autres gens qui présentent d'autres listes, c'est ça que ça veut dire? Non, attendez, je termine d'abord. Le parti Circulaire est un parti structuré. Donc il y a beaucoup d'instances. On a le Conseil national, on a le Shabab al-Circlalia, on a le GTM, on a les alliances. Les économiques, les avocats, je ne vais pas étaler tout ça. Le secrétaire général le GTM est un peu cumul de mandats. Mais d'accord, mais le secrétaire général était obligé de débattre avec toutes ces instances du parti pour essayer d'avoir cette idée unificatrice et pour avoir aussi une homogénéité de l'équipe. Donc ça a pris le temps qu'il faut. Donc deuxièmement, probablement le Conseil national va se réunir prochainement, probablement avant la fin. Avant la fin du mois de septembre, où il y aura un comité exécutif. Mais aujourd'hui, c'est très important que les médias s'intéressent au comité exécutif. Parce que c'est comme si... parce que ce n'est pas problématique pour nous. Parce que le comité exécutif doit être là. Il a son rôle. Mais l'essentiel du comité exécutif, est-ce qu'on doit avoir un comité exécutif homogène, capable de faire les défis de 2026, ou bien avoir un comité exécutif qui va être totalement décortiqué et qui va nous tirer vers le bas? Aujourd'hui, on est dans une vision... Alors, puisque vous voulez parler, je vais commencer par vous. Vous avez exactement 1 minute. Et là, je vous arrête sans absolument aucune pitié. Une majorité dans laquelle vous faites partie en 1 minute, qui a l'impression de peiner, qui a l'impression d'être essoufflée, avec des problèmes à l'intérieur des partis, et essentiellement Istiqlal et PAM. Parce que quand on tarde 6 mois, c'est quand même qu'il y a un problème. Non. Est-ce que vous reconnaissez ça? Vous dites oui, on a 3 ans et demi, ou 2 ans, presque 3 ans de gouvernement, 3 ans maintenant. Oui. C'est normal de conduire une majorité comme ça? Je pense que les gens qui parlent que la majorité gouvernementale est en train de peiner, je pense que c'est uniquement de l'intellectuel des individuels. Mais la pratique, on voit qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui travaille et c'est un gouvernement qui fonctionne. Il a un programme qu'il est en train de défendre, il a un programme qu'il doit réaliser. Et vous savez qu'on a une sécheresse qui est extrêmement importante avec un déficit hydrique qui est pratiquement national. Ce n'est que ce combat-là pour assurer cette sécurité hydrique, ça ne reste que pour ça on peut dire que le gouvernement a réussi un défi qui est extrêmement important. En 1 minute, alors pour l'opposition, on a l'impression que l'opposition, avec le respect que je lui dois à toutes ses composantes, ne sert pas à grand-chose. Une opposition qui est éclatée, qui est émiettée, avec un gouvernement homogène. À 3 qui est homogène, vous venez d'entendre. À 3, c'est une opposition qui est là. Mais donc le chef du gouvernement ne reconnaît même pas l'importance des institutions d'une manière générale. Moi, je voulais dire que au chef du gouvernement, précisément, il faut qu'il soit dans son rôle constitutionnel. Il est chef du gouvernement du Royaume du Maroc. Il n'est pas patron d'une entreprise qui s'appelle le Maroc. Donc il doit agir en tant qu'homme d'État. On voit que dans beaucoup de moments politiques, il n'est pas dans son rôle, notamment dans la banalisation du travail de gouvernement. La dernière fois au Parlement, il lui dit « vous ne m'intéressez pas ». Et puis il y a un certain mépris du politique d'une manière générale. Lui qui vient de la politique relativement. Mais je pense que nous sommes devant un exécutif essoufflé, dont le clivage existe dans les localités, les régions, les conseils qu'ils ont constitués eux-mêmes. Ils se destituent aujourd'hui
des communes que même les composants de la majorité s'entrebattent pour destituer les présidents. Donc c'est dans la précarité qu'on avait constitué cette majorité. Si ce n'est pas sur le national, mais le local et le régional et les grandes villes, donc on les a constitués sur la précarité et sur le clivage. Et ça va s'opérer dans les jours qui viennent. On va rester sur ça et on va certainement refaire une autre émission avec vous quand il y aura le débat parlementaire, c'est-à-dire vers novembre, décembre. Voilà, notre finance sera plus claire, les différentes réformes seront un peu plus claires et on viendra et on refera cette émission avec vous. Docteur Mohamed Zidouh, merci d'avoir été avec nous. Merci. Mehdi Mzouari, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.